Bonsoir. Garde à vue abusive, détention préventive arbitraire du fait de certains officiers de police judiciaire et juges d'instruction, conséquence directe, une surpopulation carcérale, atteignant parfois les 5%. Pour mettre un terme à ces abus, Daniel Mekobe-Sonné, premier président de la Cour suprême du Cameroun, en installant hier les membres de la commission d'indemnisation des personnes victimes de garde à vue et de détention abusive au Cameroun, a déclaré que la justice privée est intolérable dans un état de droit comme le Cameroun. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Garde à vue et détention arbitraire, officiers de police judiciaire et juges d'instruction interpellés. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Maître Emmanuel Pensy. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir aux millions de téléspectateurs de cette excellente chaîne dans cette émission que j'aime beaucoup et qui apparemment fait peur à beaucoup de candidats. Maître Emmanuel Pensy, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Oui. Anciennement avocat au barreau de Paris. Oui, exactement, et depuis un certain nombre d'années. Et je dois vous assurer que le sujet qui est à l'ordre du jour aujourd'hui est un sujet qui préoccupe énormément les avocats, parce que la liberté, c'est la règle, et la détention, c'est ce qui devait être l'exception. Et quand vous regardez le nouveau code de procédure pénale, il était en sorte qu'on ne mette pas en prison des personnes qui ont des garanties de représentation et que, par ailleurs, les personnes peuvent rester chez eux s'il y aura quelqu'un qui se porte caution ou qui verse un cautionnement. Or, on s'est rendu compte qu'il y a une multiplication de gardes à vue abusives. Vous avez même des personnes, lorsque l'infraction ne doit pas entraîner une peine privative de liberté, qu'on envoie à Newbel parce qu'il y a des comportements non orthodoxes, aussi bien au niveau des officiers qu'au niveau des magistrats, qui font en sorte que les prisons sont débordées avec une majorité de détention préventive des gens qui doivent être dehors. Et c'est ce que fustigent aussi bien l'ordre des avocats que tous les Camerounais, et la mesure qui vient d'être prise, à mon avis, elle vient trop tard. Et on ne sait pas encore à combien on va indemniser les gens. Donc je ne sais pas ce qu'il en sera. Ok. À côté de vous, Donald Biskamgan, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs. Merci de m'avoir convié à ce plateau prestige. Voilà, vous êtes journaliste Equinox Télévision, Radio Equinox, c'est bien cela? C'est bien cela. Également, Maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de m'avoir invité pour la première fois à votre excellente émission que je suis assez régulièrement. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun? Oui. Anciennement trésorier de l'ordre sous la mandature du barrister Sama? Oui, en effet. C'est bien cela. Voilà, je vais commencer. Je vais revenir à vous, Maître Pensy. Comment vous accueillez, comme vous avez commencé à dérouler, allez donc jusqu'au fond de votre pensée. Comment vous accueillez cette initiative? Vous avez dit qu'elle vient un peu trop tard. Pourquoi? Non, elle vient à propos, enfin, elle vient mieux vaut tard que jamais. Oui. Vous comprenez, nous avons dans ce pays, au Cameroun, des gens, même dans les affaires civiles, qui vont au commissariat pour régler des problèmes. Ce n'est pas des problèmes souvent de non-paiement de loyer, hein, parce que maintenant il existe une procédure qui concerne la filouterie de loyer, c'est-à-dire vous rentrez chez quelqu'un, vous ne payez pas, c'est devenu une infraction. Une autre infraction réside sur des personnes qui, lorsqu'il y a une décision de justice qui est définitive, n'arrivent pas à payer. Donc c'est déjà devenu une infraction pénale. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est également en train de sortir, on veut sortir une infraction sur des gens qui ne remboursent pas le crédit, alors qu'il s'agit d'une affaire civile. Donc il y a une inflation de dispositions pénales, alors qu'il y a des affaires qui sont totalement civiles. Je dois dire que ce qui dérange plutôt, c'est une réforme de la justice pour qu'il y ait des décisions qui soient rendues rapidement. La moyenne, lorsque vous saisissez le tribunal, et lorsque vous avez un bon avocat en face, même si vous êtes de mauvaise foi, c'est 12 ou 15 ans pour pouvoir récupérer votre argent, ce qui oblige les personnes à aller négocier à mauvais escient. Alors, cette disposition légale qui vient d'arriver aujourd'hui
elle ne garantit pas des montants importants. Je me rends compte par exemple que dans l'affaire qui nous a intéressé au niveau du PAD, le colonel Tondekoto a passé 7 ans en prison, 0 indemnisation. Sur les sommes qu'il a dépensées, au niveau des dépenses, j'ai écrit au greffier en chef pour qu'il rembourse l'argent qu'il a dépensé, il ne veut pas. Et je crois que c'est ça qui dérange. Donc il faut, les autorités, vous dépensez votre argent, on vous arrête abusivement, on refuse de vous rembourser l'argent que vous avez dépensé alors que l'État a perdu le procès. Il faudrait qu'on clarifie tout ça. Alors le gouvernement vient de le faire, mais il ne dit pas à combien on va donner l'argent. On se rend compte en France souvent, lorsque les gens sont arrêtés abusivement, il y a des sommes aux États-Unis, c'est en millions de dollars ou en centaines de millions, même si l'État n'a pas beaucoup d'argent. Il ne faudrait pas qu'on dise que si vous restez en prison et que vous restez 5-6 ans, on va vous donner 3 millions. Okay. Donc, il faudrait que ce soit une indemnisation qui soit conséquente. Et en plus, il faut punir tous ceux qui passent leur temps à mettre des gens en prison, que ce soit les magistrats ou les officiers de police judiciaire. Voilà, merci Maître Pensy. Maître Biliga, Maître Pensy a parlé de cette confusion-là. Je ne sais pas si c'est fait de manière intentionnelle. Le civil est très souvent confondu au pénal. Oui, mais non, mais Maître Pensy est en train de dire ce que nous vivons tous au niveau du barreau, au niveau du citoyen lambda. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit tout simplement que une personne avec qui vous avez une affaire, fût une civile, une créance par exemple, quelqu'un qui vous donne de l'argent, vous prête de l'argent et vous devez payer, vous ne pouvez peut-être pas payer, et la personne va déposer une plainte contre vous dans un commissariat. Et on va transformer ce prêt d'argent qui n'est pas une infraction pénale en abus de confiance. Tout simplement. Et on vous arrête, on vous oblige à signer des engagements, parfois à mettre en gage des biens que vous avez, etc. Mais moi, je voudrais un peu revenir en arrière par rapport à l'installation hier. Il faut noter que... Comment vous accueillez ça, vous? Oui, non, moi je pense, comme l'a dit tout à l'heure, Maître Pensy, c'est bien, mais c'est tard. Il faut noter que le code de la loi qui a été promulgué et la loi portant code de procédure pénale date de 2005. Oui. Et je crois que le code pénal a commencé à être 2009. effectif en 2007 ou 2009, je ne sais pas. Bref, la loi date de 2005. Donc il a fallu attendre 13 ans pour mettre en place cette disposition, cette commission qui est prévue à l'article 236 du code de procédure pénale, 236 et 237 d'ailleurs, les deux articles du code de procédure pénale. Donc pour moi, on a pris un peu le temps pour pouvoir mettre en place cette disposition pénale qui aurait pu être mise en place relativement tôt. Maintenant, il se posera un problème, Maître Pensy a commencé à évoquer ce problème, celui de sur quelle base va-t-on indemniser, comment l'indemnisation se fera. Et là, je pense qu'il faudra peut-être faire référence aux commissions qui existent déjà, par exemple en France. Et je dis que le rôle de cette commission aujourd'hui est très important dans ce sens qu'elle va pratiquement créer le droit. Elle va, à travers la jurisprudence, créer une sorte de droit parce elle n'aura pas de référence pour pouvoir rendre telle décision, sauf si elle se réfère aux décisions prises par d'autres pays, dans d'autres commissions d'autres pays. Mais il faudra bien créer. Parce que tout à l'heure, Maître Pensy a parlé de son client, le délégué du gouvernement et Tondekoto, qui aura passé ce temps. Et dans la loi, on ne parle pas de remboursement des dépenses, par exemple, qu'on aurait payé. Mais il faudra bien qu'on puisse les rembourser, par exemple. Il faudra bien qu'on puisse rembourser, par exemple, les frais de l'avocat. Il faudra qu'on puisse rembourser un certain nombre de choses et dire dans quelles circonstances cela est possible. Pourquoi? Il y a une infraction généralement qu'on appelle la dénonciation calomnieuse. Oui. Une infraction qui voudrait que lorsque vous êtes accusé à tort par une personne qui vous amène au tribunal et que vous avez une décision, soit de non-lieu, soit une décision devenue irrévocable d'acquittement ou de relax, vous pouvez vous retourner contre cette personne-là pour engager une procédure en dénonciation calomnieuse, oui, par exemple. Mais il arrive très souvent que lorsque vous allez faire cette procédure de dénonciation calomnieuse, que le juge ne vous suive pas. Ce n'est pas de manière automatique. Oui. Donc de la même manière, parce qu'il faudra tenir compte des faits, il peut arriver que la dénonciation calomnieuse, vous avez été acquitté ou relaxé, ou bien qu'il y ait eu bénéficié d'un non-lieu, pas parce que vous n'auriez pas posé l'acte,
Peut-être parce qu'il y aura eu des raisons sur la forme, notamment la prescription de l'action publique, par exemple, ou d'autres éléments qui amènent que vous puissiez pas. De la même manière, donc, il faudra donc noter que ce n'est pas tous ceux qui auront été acquittés ou relaxés qui pourront bénéficier de cette disposition. Parce que, comme je l'ai dit, je parle de la prescription. Il peut y avoir il y a amnistie, il peut y avoir d'autres cas qui amènent la commission à ne pas accéder à votre demande, si jamais, à votre quête, si jamais on se rend compte que, malgré le fait que vous avez été acquitté et relaxé, vous n'aurez pas subi, au-delà même de ce qu'on dit, c'est-à-dire subi le préjudice que vous évoquez, ou bien on vous aurait arrêté peut-être légitimement. Et vous serez sorti des griffes de la justice, non pas parce que vous êtes innocent, mais parce que, à travers un certain nombre de circonstances, notamment légales, vous n'avez pas pu être condamné. Ok. Donald Biskamgan, oui. Cette nouvelle, pour vous, elle vient tard, comme pensent les spécialistes du droit sur ce plateau? Elle vient tard, évidemment. Le code de procédure pénale dont faisait état maître a été adopté il y a plus de 13 ans et a été toiletté d'ailleurs. Donc on aurait pu mettre en place cet organe un peu plus tôt. Oui. Je crois que le code dont on parle ici prévoit bien que la garde à vue ne déporte pas 48 heures, renouvelable une fois. Une fois, oui. Donc, au-delà de 48 heures renouvelable une fois, c'est une garde à vue abusive. Oui. Donc, une fois que cette commission est mise en place, il faut qu'elle fonctionne, parce qu'on connaît des commissions au Cameroun, dont on ne connaît même pas les membres, et dont on n'a jamais eu des rapports. Une fois que cela est dit, si les rapports sont adressés à qui de droit, je crois que la commission est rattachée à la Cour suprême, il faudra bien qu'elle fonctionne. Parce que la plupart des prisons du Cameroun, les prisons centrales notamment, il n'y a qu'à voir Nebel à Douala, Kodengue à Yaoundé, la plupart des prisons principales et secondaires sont surpeuplées. Les effectifs pléthoriques sont le plus souvent dus à ces gardes à vue abusives, aux ailes de certains officiers de police judiciaire qui interpellent des gens dont les domiciles sont parfois connus, et dont les gens qu'on garde pendant des mois, des semaines. Il n'y a qu'à voir, si on prend un haut magistrat comme l'avocat Ayabine, qui a fait plus de 5 mois en prison avant d'être libéré ensuite, pour les motifs dont personne n'a jamais aidé, sinon les personnes qui l'ont interpellé. Il faut bien se dire que si c'est un citoyen lambda, ce sera un peu plus grave. Il nous a rejoint sur ce plateau. Lui, c'est Joseph Léangoula. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, vous êtes du mouvement Now. Effectivement. Bon, nous parlons de cette commission d'indemnisation des personnes victimes d'abus dans le domaine de la justice. Comment vous avez accueilli cette décision et le timing? Moi, j'ai un problème avec le timing. Pourquoi maintenant, avec vous? Bon, j'avoue que je viens juste de tomber sur cette information parce que nous avons eu, durant ces 2 jours, des activités politiques très chargées, en tout cas un calendrier politique assez chargé. Donc je tombe sur l'information et il m'est difficile, bien entendu, d'apporter des commentaires assez pertinents. Seulement, ce que je voudrais souligner, c'est une réflexion de fond sur ce phénomène de détention abusive et de garde à vue, notamment abusif. Ce que je veux rappeler ici, c'est que le fonctionnement et l'efficacité d'une démocratie, ou du moins la confiance aussi que les citoyens peuvent placer dans le système judiciaire, réside dans la capacité de l'autorité judiciaire à s'assurer que les éléments adoptés dans le code pénal et dans l'ensemble des textes organiques de notre pays sont effectivement respectés. Et bien entendu, il y a eu un certain nombre de dérives parfois qu'on a pu observer de la part des autorités judiciaires ou encore des relais de l'administration au niveau local, à savoir notamment les préfets et les sous-préfets, qui ont quelque part miner la confiance du citoyen dans l'institution étatique ainsi que dans le système judiciaire. Et cela a contribué bien entendu à d'autres formes, à l'émergence d'autres formes de justice, notamment la justice populaire, qui est une sorte de palliatif, notamment à l'ensemble qui est un palliatif qui naît du fait que les citoyens décident de retirer en tout cas leur confiance dans un système qu'ils considèrent comme inique, comme ne respectant pas effectivement l'ensemble des règlements que la société a adoptés. Donc c'est ces réflexions de fond que je voudrais poser. Peut-être après j'aurai la possibilité de revenir sur une réflexion plus approfondie sur le sujet proprement dit. Voilà, je viens avec vous, Maître Pincy. Joseph Léangoula parle de justice populaire et hier le premier président de la Cour suprême parlait de justice privée. Oui, je crois ces deux notions, vous pouvez nous dire à quoi elles renvoient? On renvoie au fait que lorsque les gens ne sont pas satisfaits
de la justice. Justice populaire. Lorsqu'on voit, oui, la justice populaire, on arrête quelqu'un en ville, vous attendez, par exemple, il a volé, on ne sait pas si la personne a volé. Oui. Et après, les gens courent, on prend les pneus, on brûle. Ça c'est pas bon. C'est condamnable. Ça, c'est la justice populaire. Et puis, il y a également, il peut y avoir une justice privée, qui peut être l'arbitrage, ou bien la médiation, qui est une justice qui est permise, autorisée par la loi, qui est prévue par l'acte uniforme de l'OADA, qui se pratique actuellement, et c'est également un mode de règlement des conflits que l'on trouve dans ce qu'on appelle les clauses compromissoires. Donc, il renvoie à un arbitrage qui va statuer d'une certaine manière. Vous prévoyez les textes de loi en présence. Il peut même statuer en amiable compositeur d'une certaine manière. Beaucoup, d'ailleurs, de procédures qui concernent les États. Lorsque l'État camerounais, par exemple, signe des conventions avec des sociétés étrangères qui doivent mettre de l'argent, comme ces sociétés se méfient, par exemple, des juridictions camerounaises telles qu'elles se pratiquent, elles vont insérer à l'intérieur une clause d'arbitrage qui va renvoyer, par exemple, à CCI Paris, c'est-à-dire la Chambre de commerce internationale de Paris. Nous avons vu dans le cadre de l'affaire État du Cameroun, dans l'affaire qui concernait Simencam, avec le groupe Lafarge, ça s'est réglé à la Banque mondiale, c'est le CIRDI qui a eu à statuer là-dessus dans le cadre d'un arbitrage. Et je dois dire ici que je rappelle que, en ce qui concerne en France, où je continue à plaider toujours, oui, il y a ce qu'on appelle les frais irrépétibles. C'est-à-dire, lorsque vous prenez un avocat, souvent, ça vous coûte très cher. Imaginez que vous faites une procédure pendant 7 ans. Ce n'est pas cadeau. Et pourquoi on a renvoyé le tribunal criminel spécial à Yaoundé? Parce que ça les emmerdait que ce soit à Douala. Parce qu'à Douala, il y a les avocats, je peux vous assurer, ceux de Yaoundé sont talentueux. Mais à Douala, ils sont tellement libres. Et ils ne sont pas soumis au joug de l'État. Oui. Et les magistrats, ils nous sentent. Vous comprenez? Et que ce fait-là, on a dit qu'on va renvoyer, que ce soit simplement à Yaoundé, qu'on va régler un litige qui concerne le Cameroun. Et ça a été une mauvaise chose, si bien qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à rendre une décision au niveau du TCS. Oui. Ce que je voudrais également rappeler qui concernait tout à l'heure, j'ai une petite divergence en ce qui concerne ce qu'a dit mon ami et confrère Biliga, c'est les dépens. Vous savez très bien que si vous perdez au niveau des dépens, au niveau des procédures, il existe d'ailleurs une procédure qui existe qui vous permet de saisir pour essayer d'évaluer les dépenses et de vous faire payer. Donc les dépenses en matière pénale, et ça c'est ça que doit spécifier, l'État fait une procédure, il vous enferme. Nous, on a payé dans le cadre de l'affaire du PAD plus de 3-4 millions de francs de frais, de photocopie, de machines et tout ça. À partir du moment où vous avez perdu le procès, l'État doit être condamné aux dépens à vous les rembourser. Donc cette commission doit en parler. Et parce qu'on vous a fait payer l'argent. Et il y a ce qu'on appelle les frais irrépétibles, qui sont les frais qui concernent la constitution d'avocat, qui fait qu'il faut vous les rembourser. Parce que vous allez vous retrouver, si vous n'avez pas d'argent, et c'est ça, parce qu'à ce moment-là, il faudrait essayer de prendre un avocat d'office. Et comme on sait qu'on ne paye pas les avocats de commission d'office, vous aurez une mauvaise défense et ça va entraîner une inégalité des citoyens. Maître Pensy, je veux qu'on reste d'abord sur les causes. Parce que hier, le Premier président a indexé un certain nombre de personnes de la chaîne. Il parle des OPJ, des éléments des brigades de gendarmerie, des commissariats de police, des juges d'instruction. Comment comprendre, pour le cas des juges d'instruction, que des gens qui maîtrisent la loi appliquent autre chose que ce qui est inscrit dans le code de procédure pénale? Comment comprendre cette attitude? Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains et qui peuvent donc se tromper. Mais il faut arriver Vous également pensez qu'ils se trompent ou bien c'est le zèle? Non, pas forcément le zèle. Il peut arriver également que des procédures sont complexes. Oui. Et que le délai qui est en partie pour suivre une procédure ne puisse pas être possible. Vous savez, il faut avouer quand même qu'il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Il faut avouer qu'il y a toujours un nombre restreint de magistrats. Ceux qui sont à Douala, par exemple, ou à Yaoundé, ont un nombre de travail assez important. Si on vous donne des dossiers dans lesquels vous devez faire un certain nombre d'enquêtes, d'investigations, etc., parfois les 6 mois ou les 12 mois qui vous sont impartis pour clôturer votre instruction et faire une ordonnance prononcer une ordonnance de non-lieu ou de renvoi ou de renvoi partiel ce délai peut être limite, pas suffisant
pour vous permettre, sans que vous n'ayez vraiment la mauvaise foi, la mauvaise volonté de faire avancer la justice, vous êtes soumis aux contraintes qui ne vous permettent pas de le faire. Voilà l'une des choses pour lesquelles il peut arriver que le magistrat, le juge d'instruction ou le procureur de la République ne puisse pas rendre sa copie comme cela est convenu, dans les délais convenus. Je voudrais peut-être dire une petite chose avant de reprendre, de continuer avec vous. Je pense qu'il y a l'impression que mon confrère ne m'a pas très bien suivi. Je suis entièrement d'accord. La seule chose que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas encore eu au Cameroun de décision. Donc la commission, c'est elle qui va créer en fait la jurisprudence. C'est elle, à travers les cas que nous allons le soumettre, c'est la soumettre à cette commission, qu'elle acceptera quand Maître Président va saisir la commission pour les dépens dans le cadre de son dossier. Voilà, la commission sera obligée de répondre. Lorsque moi je saisirai pour mes honoraires, la commission sera obligée de répondre. Et à partir de là, en sachant que après cette commission, il y a toujours la Cour suprême, il y a un deuxième degré de résolution. Mais vous parlez de la non-rétroactivité de la loi. Est-ce qu'on va rentrer dans ce qui est passé déjà pour... comment elle va se comporter? Le texte existait avant. Moi, voilà. Oui, c'est la mise en pratique de texte. C'est la mise en pratique de la commission qui n'a pas été faite. Qui n'a pas été effective. Voilà. Donc je dis c'est autant de problèmes qui doivent être réglés. Qui doivent être réglés. Donc la commission aura ce travail. Et lorsqu'elle aura rendu sa copie, sa décision, il y a une voie de recours devant toujours la chambre judiciaire de la Cour suprême qui va exercer comme deuxième et dernière degré de juridiction. Voilà par rapport à ça. Donc je dis donc qu'ils ont intérêt à faire évoluer le droit. Et les justiciables et particulièrement les avocats, je veux dire, ont un rôle important pour pouvoir aider cette commission, qui n'est pas constituée que de magistrats, qui est constituée de magistrats, d'avocats, de députés, d'officiers de police judiciaire, d'OPJ, que ce soit dans le cadre de la Sécurité nationale ou de la gendarmerie. Et des personnes des ministères de Finances et autres. Donc ils sont amenés à rendre des décisions qui devront faire jurisprudence. Ok. Donald Biskamgan, on parle de deux types de garde à vue administrative et judiciaire. On voit souvent certaines autorités administratives pour, je ne sais pas, pour un oui ou pour un non, décider d'envoyer quelqu'un en détention, mettre quelqu'un en détention préventive. Oui, parfois c'est soit des ailes surdimensionnées, soit des règlements de compte dans certains cas. Oui. C'est-à-dire que vous avez un conflit avec quelqu'un, dès que vous avez une affaire qui lui tombe sur la main, allez, il vous prend et puis il vous met en prison. Moi, je pense que dans le contexte sociopolitique actuel où le Cameroun fait face à une grave crise sociopolitique, le pays n'a pas, les autorités n'ont pas intérêt à ce que ce genre de manquement, de dérèglement se répète. Pour l'image d'abord du pays et pour l'état de droit que nous souhaitons tous. Donc, il est important que cette commission travaille. J'ai entendu le bâtonnier hier, qui est membre de cette commission, qui est très enthousiaste. J'espère que ça va se ressentir dans le travail, le rendu de cette commission qui a attendu depuis bon nombre d'années et qui n'est jamais arrivé. Maître a dit quelque chose tout à l'heure. On sent bien que la volonté politique manquait dans cela. Nous sommes ici dans le registre judiciaire, certes, mais on sent bien que le gouvernement, qu'il a bien fait de citer, le gouvernement a bien impacté dans la mise en place de dans l'installation, la mise en place de cette commission. Au regard du contexte actuel, il faut bien s'attendre à ce que les conséquences de la mise en place de cette commission se ressentent peut-être dans les prochains mois. Voilà, Joseph Liangoula, dans les cas d'abus, vous avez des gens qui se font, qu'on vient prendre après 18h. Je crois que c'est bien encadré, maître. 6h, 18h, c'est bien ça? Bien sûr. Voilà, des gens qui viennent se faire prendre, peut-être avant 6h du matin, ou bien après 18h, personne, on regarde faire. On se laisse embarquer. Ouais. Est-ce que le peuple, ceux-là, n'ont pas, ce n'est pas une espèce de passivité de leur part de se laisser embarquer? C'est quoi, un manque de culture juridique de la part du peuple? Pour ceux même qui en sont informés, parfois ils sont abusés et parfois c'est manu militari qu'ils sont embarqués. Malgré les rappels incessants auprès effectivement des autorités de la police, notamment qui sont chargées d'exécuter de tels actes. C'est malheureusement les travers qu'on observe de plus en plus dans notre société. On a des citoyens qui, contrairement à avant, sont de plus en plus éduqués et informés sur leurs droits, qui parfois ne manquent pas de le signifier devant les autorités, mais lesquelles autorités effectivement bottent en touche l'ensemble des arguments avancés
par ces usagers qu'on réduit effectivement en système, qu'on réduit effectivement en victime d'un système judiciaire inique. Ce qu'il faut noter ici, et c'est la raison pour laquelle les leaders politiques qui proposent des offres alternatives appellent notamment à la restauration de l'état de droit au Cameroun, c'est parce que cet état de droit a foutu le camp. Donc il y a aujourd'hui un certain nombre de personnalités, d'acteurs, de fonctionnaires qui, parce qu'ils ont reçu notamment la capacité de mettre en garde à vue un certain nombre de citoyens, décident de le faire abusivement sur la base parfois d'éléments pas assez solides. C'est des situations qui ont été décriées même dans des cas les plus extrêmes. Oui. Lorsque les ONG de défense des droits humains ont par exemple pointé la responsabilité des forces de sécurité camerounaises, notamment dans la détention abusive d'un certain nombre de personnes soupçonnées de soutenir les groupes séparatistes ou terroristes dans l'extrême nord ou comme dans les régions anglophones. Donc sur la base d'éléments matériels assez faibles, ils ont procédé à de telles pratiques et cela n'a contribué davantage qu'à non seulement miner la confiance de ces populations-là dans ces relais de l'État dans la région, mais aussi contribuer à radicaliser une situation qui pouvait être contrôlable sur le terrain. Donc rétablir l'état de droit est une question fondamentale, notamment pour renforcer la confiance du citoyen dans l'État et éviter notamment que des cas de radicalité ne se prononcent pas un peu partout sur l'ensemble du triangle national. Vous pensez que certaines personnes interpellées dans le cadre, détenues dans le cadre de cette crise, pourraient bénéficier du travail, du boulot qui sera abattu par cette commission? En tout cas, on l'espère. En tout cas, on l'espère parce qu'il y a beaucoup de rapports. C'est une façon de décrisper? Vous voyez ça comme ça? Il y a beaucoup de rapports rédigés et rendus publics aujourd'hui par des ONG de défense des droits humains. Les sont des ONG occidentales parlant du REDAC, du Réseau des défenseurs des droits de l'homme d'Afrique centrale, qui ont dénoncé des cas de détention arbitraire, notamment. Et on espère, bien entendu, que cette commission verra également ces cas-là. Parce qu'au-delà de... Après tout, si on revient par exemple sur les solutions proposées ou préconisées pour sortir de cette crise qui s'est... Par le cardinal Toumi et les autres? Effectivement. Oui. Au-delà du cardinal Toumi, les leaders d'opinion, les avocats qui se sont investis notamment pour défendre la cause des personnes qui sont incarcérées aujourd'hui. L'une des conditions, c'était notamment l'arrêt des poursuites judiciaires vis-à-vis de ceux qui sont aujourd'hui détenus abusivement par les autorités. Donc voilà autant de solutions, de recettes en tout cas, pour apaiser la situation sur le terrain et convaincre les gens qu'il est possible de dialoguer. Maître Pensy, vous brûlez d'envie de rebondir. Oui, je voudrais juste ajouter une chose, que l'État ne fait pas ça de bon cœur. Oui. Il y a eu plusieurs condamnations à l'étranger, à l'international. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Il y a d'autres qui ont saisi les instances onusiennes, d'autres les instances qui se trouvent... Comme le cas de Paul-Éric Higuin. Oui, et on a condamné l'État à 800 millions, des sommes énormes. Et il faut envoyer les gens plaider, répliquer, ça coûte trop cher. Et l'État est contraint et forcé devant une avalanche, parce que même étant Koto, je pense qu'il demande 800 millions. Je crois que c'est un de mes amis qui s'en occupe, le président du comité de normalisation, mon ami Dieudonné, Api. Donc, devant une avalanche de procédures, parce que les textes camerounais n'arrivaient pas à exister, que l'État était contraint d'envoyer des gens à gauche, à droite, aux États-Unis, à Banjul, partout. Et alors qu'il y a des textes qui sont là. Et je voudrais également rajouter une seule chose. Et il faudrait savoir que ce ne sont pas les OPJ qui envoient les gens en prison. Non, non, pas le pouvoir. Les gens qui envoient les en prison, soit c'est le procureur, le parquet, dans le cadre d'une procédure avec une plainte, ou bien alors lorsqu'il y a une information judiciaire, ou bien le juge d'instruction qui le fait. Moi, j'ai discuté un jour avec un juge d'instruction, dans le cadre d'une affaire qui commençait Cap-Vert, qui voulait mettre les gens en prison. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu mets les gens en prison alors que les gens travaillent et que pour l'instant l'infraction n'est pas caractérisée? Il m'a dit, il m'arrive souvent dans des cas, oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens en prison. À l'époque, il y avait presque 3890 personnes à la prison de Newberg qui n'en doit en contenir que 500. Il dit qu'il y a des moments, je suis obligé de les envoyer en prison. En violation de la loi. Les juges me l'ont dit, je ne vais pas donner son nom. Et j'étais choqué. Et on a lutté, on a bataillé je crois, de 8h du matin jusqu'à 19h, parce pour que les gens se portent caution, pour que quelqu'un d'ailleurs qui a eu un non-lieu n'aille pas en prison. Donc voilà ces abus qui existent depuis toujours. Je dois dire ceci. Il faut qu'on puisse travailler rapidement dans ce pays. Il ne faut pas qu'on travaille toujours sous la contrainte, parce que ce sont des poursuites
à l'étranger et des condamnations de l'État parce qu'il y a des abus énormes dans les procédures, je crois que Biliga a souligné quelque chose qui est vrai. Par exemple, dans le cadre du TCS, on oblige les juges, dans les affaires qui sont des affaires financières compliquées, devant faire appel à ce qu'on appelle des commissions rogatoires internationales. À l'étranger, on les oblige à régler le problème en 6 mois. Et le juge, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque vous avez dans cette procédure-là, quand vous venez devant le cabinet du juge d'instruction, il a son ordinateur, il sort la feuille, nom, prénom, machin, vous donnez votre nom, et en bas, il dit, attendu que la personne n'a pas ceci de représentation, et il signe qu'il vous envoie mandat de dépôt. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a le délai de vous laisser en prison 6 mois. 6 mois moins 1 jour, il vous reconvoque, et il prolonge encore de 6 mois. Et vous avez passé un quart d'heure et 1 an en prison sans qu'il n'y ait rien. Et à la fin, un non-lieu. C'est ça, le procédure scandaleuse qui casse la vie des Camerounais innocents dans le cadre des procédures uniques et que les avocats dénoncent. Je dois également rappeler, pour une fois, je vais en terminer, l'ordre des avocats, à l'époque j'étais vice-président, nous avons défendu gratuitement et sorti plus de 600 personnes qui étaient en prison pour rien dans le cadre des procédures abusives en utilisant ce qu'on appelle la procédure d'habeas corpus, qui est la saisine du président du tribunal de grande instance, qui a un juge des libertés qui vous libère lorsque l'arrestation est arbitraire. Elles ont été indemnisées, ces personnes? Rien, 0 francs. Ok, je crois qu'on va se penser là-dessus. Donald, Serge, vous interrogez tout à l'heure la maîtrise des textes oui, et des droits des citoyens. Oui, par les citoyens. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai cité un cas tout à l'heure, le cas de l'avocat Ayabine. Permettez que j'y revienne parce que lui, il a été interpellé un samedi, alors que la loi l'interdit. C'est-à-dire que on ne doit pas vous interpeller le vendredi parce que après c'est le week-end, vous n'avez pas la possibilité vous, de présenter les éléments dont vous disposez. Donc, vous avez des gens comme ça qui sont interpellés, bien qu'étant d'autres personnalités du monde judiciaire qui sont interpellés les domiciles sont connus, comme a dit non seulement les domiciles sont connus, mais en violation. Et l'État avocat général, de toutes les règles qui encadrent le magistrat. La détention préventive. On l'embarque et puis on le met en prison, on lui dit jamais pourquoi est-ce qu'il a été interpellé. Donc vous avez des personnes qui maîtrisent bien les droits qui sont interpellés. Donc interroger la maîtrise des textes, des droits par les citoyens, dans ce cas-là, on voit bien que dans bon nombre de cas, il y a bien l'influence politique. Maître Biliga, une personne qui est gardée à vue de manière abusive doit se retourner vers qui pour que ses droits soient rétablis? Non, mais d'abord, je voudrais répondre un peu, rétablir certaines choses. Hein. Oui. Et il faut noter que s'il est vrai que c'est de 6h à 18h que là, on doit pouvoir arrêter des personnes, la loi prévoit des cas où on peut le faire, même les dimanches, même les samedis, même après 18h. Des cas d'exception. En cas de crime, en cas de délit flagrant. Oui. Si par exemple, un voleur vient voler chez vous un dimanche et que vous l'arrêtez, on ne va pas le laisser dehors, il va aller en cellule. Non, on parle des maîtres publics, on parle des cas où on vient vous interpeller. Je suis en train de vous dire. Oui. Voilà. J'ai répondu en disant, normalement, on ne peut pas vous interpeller les samedis, les dimanches, les jours fériés, mais dans des cas de flagrant délit ou de crime, on peut le faire. Oui. On ne peut pas le faire de 6h à 18h, on doit le faire entre 6h et 18h, mais dans les cas de flagrant délit ou autres, on peut le faire après. Ça c'est au Cameroun, hein, maître? Parce qu'on a vu comment ça se passe. En France, on attend 6h. Un peu partout. Non, même en France, on peut vous arrêter le dimanche en cas de crime. On peut, partout. Délit flagrant, vous arrêtez. Délit flagrant, on vous arrête, on peut. Ça dit c'est flagrant, vous êtes en train de voler dans un magasin. On ne va pas vous laisser pour aller chez vous et venir vous chercher le donc c'est ça. Maintenant, moi, la question que pose Donald Bikanga, moi je l'élargis en fait. Tout à l'heure, il a parlé de M. Aya Polabine, mais l'autre monsieur, Léa, il nous a parlé de ces personnes qu'on a arrêtées au Nigeria et autres. Lorsque vous regardez le test en question, il parle des personnes qui peuvent être poursuivies, c'est-à-dire qui peuvent être par la suite poursuivies par l'État dans le cadre de l'action récursoire. Je m'explique un peu. Lorsque vous demandez l'indemnisation et qu'il arrive que la commission vous donne fasse droit à votre requête, elle condamne l'État à vous payer. C'est l'État qui va payer, l'État du Cameroun. Mais comme l'État du Cameroun ne peut pas accepter toujours payer au nom de cet argent, l'agent fautif, la personne qui a été la cause de la condamnation de l'État, peut être appelé à rembourser cet argent à l'État dans le cadre de ce qu'on appelle l'action récursoire, qui est une action généralement en matière de droit administratif. C'est parce que vous me comprenez.
C'est-à-dire qu'on condamne M. Donald Brice Camara, attaque l'État pour une garde abusive, garde à vue abusive. L'État dit, ok, c'est le commissaire du commissariat de police de tel commissariat qui en est responsable. C'est pour cette raison que même dans la commission, lorsque il y a un commissaire de police... Il est responsable, ça veut dire quoi? C'est lui qui va chercher l'argent chez lui, oui, à la fin. C'est lui. C'est ça, ou le magistrat. C'est lui qui va payer, ou le magistrat, lorsqu'il s'agit du magistrat. C'est ce que dit le texte. C'est le magistrat. Or, lorsqu'on regarde le cas, par exemple, de ceux qui sont venus du Nigeria et autres, l'on ne parvient pas à dire avec certitude qui les a fait arrêter, qui les a mis où ils sont exactement, qui les a mis. Est-ce l'officier de police judiciaire? Parce que la loi parle d'officier de police judiciaire et de magistrat. Pas d'autres personnes. On ne parle pas des gens du CNR, excusez-moi un peu le terme, etc. La DGR. La DGRC. Donc, je peux vous dire qu'il y a des cas qui seront soulevés dans la pratique. Parce qu'il est évident que Paul Yabine ne va pas refuser, ne va pas hésiter à saisir cette commission. Et il faudra maintenant qu'il prouve, qu'il donne le lien, qu'il apporte des preuves du fait qu'il a subi un préjudice important, grave. Et qu'il faudra bien que l'État doit pouvoir compenser. L'État, la commission va donc voir quelle est la personne à qui on imputera en définitive cette faute. Parce que ça va être une faute de l'État. Pour que l'État puisse engager une procédure en nation récursoire. Sauf si l'État, qui a quand même la possibilité de ne pas demander d'engager la procédure en nation récursoire, accepte, porte sur lui de payer cette indemnisation sans chercher à trouver l'un de ses fonctionnaires, l'un de ses agents fautifs. Ou agent secret. Comment ils vont dévoiler que le gars est agent secret? Ça va poser un problème. Mais voilà, Joseph Léangoula, je vais revenir sur le peuple. Parce qu'on est tous d'accord qu'il y a des abus du fait que le peuple ne maîtrise pas un certain nombre de choses. Où est-ce qu'on devrait commencer l'éducation du peuple à certaines choses? La vulgarisation du code pénal. Est-ce qu'on doit aller jusqu'au primaire, au secondaire? Qu'est-ce qui doit être fait? Effectivement, il faut trouver des moyens, des formules, des supports qui permettent au plus grand nombre d'avoir accès d'être informés sur leurs droits et effectivement pour éviter qu'il y ait ce genre d'abus. Il faudrait également faciliter l'accès des citoyens ordinaires aux personnalités ou aux personnes qui maîtrisent les textes de loi, notamment les conseils juridiques ou les avocats, parce que quelque part aussi, il y a une sorte de mur infranchissable qui sépare parfois le peuple du monde de la justice. Par exemple, l'accompagnement, ou du moins la situation dans laquelle les avocats travaillent, les conditions effectivement de mise à disposition de leurs compétences ne sont pas nécessairement soutenues par l'État de manière à faciliter l'accès de n'importe quel citoyen à ce genre de service. Et cela ne contribue qu'à créer notamment des foyers de population qui ne maîtrisent pas les textes de loi, qui ne maîtrisent pas leurs droits et qui peuvent effectivement être exposés aux abus. L'enjeu aussi, au-delà de tout, c'est que l'État doit jouer effectivement un rôle de regard. L'État doit fonctionner comme une instance qui parvient à garder une certaine distance et à observer et à sanctionner effectivement l'attitude des personnes qui se livrent notamment à de telles pratiques. Parce que très souvent dans une société, c'est l'impunité qui encourage la reproduction d'un certain nombre d'actions. Lorsqu'il y a des cas de détention abusive, lorsqu'il y a des cas de garde en vue abusif, et que l'État en face ne réagit pas, et que l'État en face est complètement indifférent aux situations des citoyens, et l'avocat le rappelait tout à l'heure, et Maître Pensy le rappelait tout à l'heure, des citoyens ô combien nombreux qui sont victimes de ce système, il va de soi que les citoyens finissent par perdre la confiance en l'État, et les personnes qui sont coupables ou qui sont responsables de ce genre de situation continuent effectivement de perpétrer allègrement leurs actions, effectivement, et en multipliant les exactions, en multipliant les bavures, en multipliant notamment un certain nombre de dérives qui minent davantage la confiance des populations dans le système judiciaire. Maître, oui, Donald. Moi, je pense, au-delà du remboursement des dommages des dommages et intérêts que soulevait Maître Biliga, je pense que la question de fond reste la liberté. La liberté n'a pas de prix. Si on vous rembourse 5 milliards pour 5 ans, je ne sais pas, 3 ans passés en prison, ça ne peut pas combler le vide qui vous a habité pendant que vous étiez en prison. Donc la question de fond reste la liberté. La question, il est important
Mais on parle de réparation de l'injustice. Oui, je veux dire, la réparation ne peut pas. Préjudice. La réparation ne peut pas acheter la liberté d'un individu. Il faut qu'on soit Mais d'accord. ça rend responsable ceux qui seront tentés de reposer la même position. Oui. C'est ça l'objectif. Il faut régler le problème en amont. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que Bien sûr. si toi, tu sais que si tu poses un acte négatif, c'est-à-dire un abus sur une personne, ça peut retomber sur ton porte-monnaie, tu vas mieux te tenir. Et c'est pour cette raison que, par exemple, dans le système anglo-saxon, dans le common law, par exemple, lorsque un policier, un agent verbalisateur vous arrête en route et vous passez au tribunal, hein, il vient lui-même. Lui-même, il vient se défendre. Il vient se défendre. C'est pas comme ceux-ci qui restent derrière le bureau, écrivent n'importe quoi, les balancent là-bas et vous laissent vous défendre. Vous venez, lui-même vient défendre. Et nécessairement, ça l'amène à être plus responsable. Lorsque quelqu'un sait que si je fais garder quelqu'un au-delà du temps légal prévu, et que cette personne peut amener, je veux dire, saisir la commission d'indemnisation en précisant dans sa requête que c'est dans ma brigade, dans mon unité de commandement, dans ma brigade ou dans mon commissariat, et que c'est moi qui l'ai fait, nécessairement, la personne sera plus regardante. Elle appliquera plus la loi. Elle essaiera d'être moins gourmand, parce qu'en fait, c'est ça l'histoire. Il suffit qu'une personne vienne se plaindre, on t'arrête, la personne donne de l'argent et vous continuez à être... Nous restons d'accord sur le fait que l'application de la loi est importante et que la question soulève une autre, celle de l'indépendance de la justice, parce que lorsque la justice est influencée, lorsqu'elle est inféodée, il est évident que les magistrats ne rendent pas justice, ne disent pas le droit et donc sont manipulés par le politique. Voilà. Oui, mais je voudrais quand même dire que ce n'est pas du tout ça le problème. Le véritable problème, je vais vous raconter une histoire qui va illustrer ce que vient de dire avec beaucoup de talent et de brio mon confrère Biliga. C'est ce qui s'est passé à Bamenda à l'époque où M. Itoué Benjamin, qui va devenir garde des Sceaux, était procureur général. Un jour, il arrête un monsieur qui avait un camion. Et ce monsieur demande les papiers, il prend le camion, il l'enferme, il le tient, et en même temps, il menace ce monsieur, je ne sais pas s'il le met en prison, en tout état de cause. Itoué, on lui demande de venir, parce que le monsieur dit, mais moi j'avais mes papiers qui en règle, c'est abusif ce qu'il a fait, il faut qu'il vienne se défendre. Itoué refuse de se défendre, on le condamne. On le condamne, il était procureur général. Il fuit, il va à Yaoundé, se réfugie à Yaoundé, et c'est à Yaoundé, alors que normalement il doit aller en prison, qu'on le nomme directeur des prisons. Bon, quand le nomme directeur des prisons. Oui, à l'administration territoriale. À l'administration territoriale, on nomme directeur des prisons pour dire que bon, mais là, venez donc le chercher. Et là, le directeur des prisons, l'affaire est en train de monter, on le nomme ministre de la Justice. L'affaire s'arrête là. C'est pour vous dire que ce texte-là vient bien à propos. Parce que nous fréquentons les magistrats tous les jours. C'est-à-dire le magistrat vous dit, moi j'enferme la personne, c'est pas un problème. C'est-à-dire il ne voit pas qu'il est responsable des dégâts qu'il va causer sur des Camerounais. Si vous n'avez pas les moyens, je vous assure monsieur, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas aller devant le juge. Parce que vous ne pouvez pas payer une procédure qui va durer des années, même si vous avez un jeune avocat qui vient de sortir, même les 200 000 francs, il y a les Camerounais qui n'ont pas de quoi manger. Donc ça pose un problème réel, la responsabilité de celui qui va prendre un acte. C'est-à-dire l'État est en train de vouloir punir et les officiers de police judiciaire, les commissaires et tous les restes, et les magistrats en disant que faites attention, lorsque vous aurez en face de vous un dossier, vous l'étudiez bien, et si les conditions sont réunies pour ne pas l'envoyer la personne en prison, vous les laissez dehors. Okay. Donc ne remplissez pas les prisons pour rien, parce que ça sert... Au-delà de cette prise de conscience de la part des OPJ et juges d'instruction, est-ce qu'il y a une autre chose qui va amener ce corps-là, ces gens-là, à changer? Quel autre apport positif va apporter pour cette commission? Non, moi je pense que la commission peut-être, je ne sais pas si elle va élaborer des programmes pour pouvoir... Non, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est pas d'aller faire des séminaires et autres. Non. Je dis au-delà de la prise de conscience des OPJ, est-ce qu'il y a un autre élément positif qu'on peut... Mais meilleure justice. Oui. Il y aura la justice. Tout à l'heure, je voudrais rembourser ce que mon confrère vient de dire. Vous savez que beaucoup de magistrats, les juges d'instruction parfois, les procureurs,
c'est leurs greffiers qui remplissent, remplissent les mandats. Les mandats de dépôt. Oui, quand on mandat de dépôt, mandat de détention. Mais à l'époque, c'était FDMD. C'est ça. Flagrant délit, mandat de dépôt. C'est tout. C'est-à-dire, le dossier arrive, il met FDMD. Il donne déjà étudié. Il ne veut seulement signer. FDMD. Sans avoir le temps, moi j'ai vu plusieurs fois, on a des choses devant moi. Parce que j'arrive, parce que mon client risque d'être déposé, je viens voir le juge, je lui dis, je voudrais pour tel dossier, le juge, le procureur, et on sort le dossier, il me dit, attends, mais il y avait déjà un mandat qui était, alors que lui n'avait pas encore eu le dossier. Oui. Avant que le dossier n'arrive, c'était déjà fait. Donc c'est des choses qu'il faut décrier. Je pense qu'il y aura, cette commission pourra faire ce travail, pourra permettre c'est un progrès. Qu'on puisse évoluer. Une chose que je voulais quand même dire tout à l'heure, parce que nous sommes quand même deux avocats sur le plateau et des anciens membres du Conseil de l'ordre, nous représentons un peu la justice également. Oui. Elle n'est pas aussi pour eux que ça. Il faut d'abord l'admettre. Il faut également dire qu'elle n'est pas forcément mise, c'est pas toujours parce que c'est la politique. Non. Le juge de Baga qui rend une décision, c'est pas la politique qui lui demande de le faire. Il y a ce qu'on appelle la liberté de la justice qui elle-même est entravée par nous-mêmes. C'est-à-dire il y a l'argent, le pouvoir de l'argent, il y a le pouvoir des relations personnelles. Si vous êtes magistrat et que on se connaît, si j'ai un problème, vous ne regarderez jamais mon dossier comme si vous regardez les dossiers d'un inconnu. Or, c'est ce qu'on vous demande. C'est-à-dire, essayez d'être neutre, impartial, travailler d'une manière professionnelle. Mais nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire avec nos faiblesses, qui font que non seulement nous pouvons être incompétents, ce qui est une réalité, parce que, quand vous le dites plusieurs fois, il nous arrivait, vous allez déposer une requête dans une juridiction, le juge vous appelle, vous dites, maître, expliquez-moi, je ne comprends rien. Oui, comprends pas. Vous lui expliquez pourquoi vous avez écrit ceci. Elle dit, ah bon, mais je ne savais pas. Et après, il va vous signer l'ordonnance. C'est un exemple que je donne, il y en a plein d'autres que je peux donner dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas forcément le pouvoir politique qui conditionne, qui fait que les décisions qui sont rendues ne sont pas les bonnes décisions. Ça peut être l'incompétence des juges ou une formation insuffisante. Ça peut être également des contraintes, même financières. Lorsqu'un juge a un enfant qui est gravement malade et qui voit quelqu'un qui vient de donner 25 000 pour acheter son ordonnance, ou bien qui doit rentrer le soir. Bref, ça peut avoir un effet négatif. Maître Biliga, vous ne m'avez toujours pas dit vers qui doit se retourner le gardé à vue qui pense qu'il a été abusivement... Mais je vais l'avocat. L'avocat. Vers l'avocat, c'est normal. Il va voir l'avocat, l'avocat va initier la procédure et il aura la chance de rentrer, d'être établi dans cette... Pas le président du tribunal de grande instance? Mais il ne saura pas le faire. Moi, je voudrais dire... Il ne saura pas le faire? Non, il ne saura pas le faire. Comment ça? C'est-à-dire les procédures sont compliquées. Et d'ailleurs, vous savez, les gens ont peur d'aller devant le juge. Et l'avocat est là pour essayer de rétablir l'équilibre avec la justice. Et ça, c'est notre rôle. Et d'ailleurs, quand nous plaidons, on ne peut pas nous poursuivre parce qu'on est absous. C'est-à-dire quand l'avocat est protégé par sa robe, quand il se retrouve devant le tribunal. Je voudrais dire une chose. Je suis bien content, comme étant à la tête de cette commission, la personne qui réglait, le président Bekobé, que nous avons connu ici à Douala, qui était président de la Cour d'appel pendant près de 10 ans à peu près, qui est un excellent magistrat, et qui est un homme totalement affable et qui comprend ce type de problème. C'est pas le président de la commission? Non, enfin, mais c'est lui qui a installé la commission. Oui, installé. Bon, mais je ne sais pas, mais en tout cas, il doit jouer un rôle. Le président, c'est, je crois, un magistrat. Voilà, mais en tout état de cause, il joue un rôle en tant que premier président. Et je lui fais totalement confiance, mais il va y avoir ce qu'on appelle des contraintes d'ordre budgétaire. L'État ne va pas donner beaucoup d'argent. Et c'est ça. Donc les gens ne seront pas indemnisés à hauteur du préjudice. Si vous êtes un PDG ou un homme d'affaires qui brasse 1 milliard par an, on vous met en prison pendant 5 ans et que vous n'avez pas travaillé et que votre société a périclité, on va vous donner combien d'argent? Et d'ailleurs, on aura du mal parce que, et Liga a voulu le dire en des termes où on le connaît comme quelqu'un d'une extrême délicatesse, la corruption existe. Vous arrivez au tribunal, il y a des moments, moi j'ai un ami qui a eu un problème où on lui a pris quelques hectares de terrain, mais la personne qui a vendu des terrains sans titre foncier, on l'a libéré. Alors que la procédure se trouve devant nos juridictions. Et on lui a dit, bon, il va payer 5 millions de caution. La personne a vendu les terrains pour plus de 300 millions. Oui. Donc il a de quoi monnayer. Ça, c'est des choses qui existent. Donc, et il y a d'autres personnes qui sont en prison qui n'ont rien fait. Hein? Et quand vous n'avez rien fait, quand vous vous trouvez en prison, maintenant, il faut se retourner devant une commission et que c'est l'État qui doit payer. Alors imaginez ce que c'est. Il y a des cas où les affaires ont été mal instruites, par exemple. Oui, mais c'est ce que je dis, mais vous avez du mal
à vous faire payer, et c'est pour cela que ce soit une affaire qui doit être claire pour savoir comment faire des cas pour que les magistrats n'arrivent plus à envoyer des gens en prison alors qu'ils peuvent les laisser en liberté. C'est ça le véritable problème. Pourquoi envoyer les gens en prison alors qu'ils peuvent rester libres? Okay. Et ça, c'est quelque chose d'intolérable dans un pays de droit comme le nôtre. Donald Brice Kamgan, devant les explications de Maître Pensi et Maître Joseph Klobiga, vous avez espoir? Non, je préfère rester prudent. Ah, vous êtes prudent. Il y a beaucoup de commissions au Cameroun. Une commission est une instance créée pour régler un problème précis. Il y a beaucoup de commissions dont les résultats sont très modestes, sinon n'existent pas. Il faut rester prudent et voir cette commission à l'œuvre pour l'évaluer à la mesure des résultats qu'elle aura produits. M. Biliga, oui, donc je veux dire que la commission, c'est comme une juridiction. Oui. Cette commission joue le rôle d'une juridiction, à peu près. Il y a une commission également, il y a d'autres commissions qui ont été créées, qui fonctionnent, et quand on ignore, les commissions d'assistance judiciaire. On ne sait pas. Ou vous n'avez même pas un franc pour aller saisir cette commission, pour engager une procédure contre des gens, même en matière civile. Vous ne payez pas un franc, la commission paye. Votre avocat paye les juges de justice et autres. Moi, j'ai été membre de cette commission pendant 5 ans pour le tribunal de Ndokoti. J'en sais quelque chose. Ok. Bonsoir, Cédric Noufélé. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Voilà, le journal de 20h, c'est dans quelques instants. 2 ou 3 titres qui feront l'essentiel. Ce soir, nous évoquerons l'évangile de la réconciliation et du dialogue prôné encore par les évêques du Cameroun. 3 mois après le cri de détresse, ils constatent avec regret la flambée des violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils appellent le gouvernement et les groupes armés séparatistes à renoncer à la violence et la guerre comme mode de revendication et de solution à la crise anglophone. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Nous reviendrons sur l'arrivée des 2 techniciens néerlandais qui doivent signer ce soir leur contrat pour encadrer l'équipe fanion de football, à savoir les Lions Indomptables. Vous suivrez pas à pas les différentes démarches déjà effectuées jusqu'ici par ces 2 techniciens néerlandais, depuis leur arrivée à l'aéroport de Simalen à Yaoundé jusqu'à la FECAFOOT et au ministère des Sports. Nous évoquerons également le cri de détresse de ces communautés autochtones reconnues au Cameroun. Elles sont victimes de spoliation de leurs terres et jusqu'ici, les pouvoirs publics mobilisent peu d'intérêt afin de pouvoir garantir l'écosystème de vie de ces communautés pygmées et bororo. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, le développement de tous ces titres, ce sera dans le journal de Cédric Noufélé dans quelques instants. Quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve après pour le débrief. Madame, monsieur, retour sur le plateau équinoxois, toujours en compagnie de nos experts. Je commence avec vous, Donald Brice Kamgan. La conférence épiscopale qui appelle une fois de plus à la cessation des hostilités dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comment comprendre cette autre sortie du clergé? Je pense que le clergé est constant depuis le déclenchement de la crise. C'est environ le 4e ou 5e communiqué de la conférence épiscopale en rapport avec cette crise. Sauf qu'on a changé, on a constaté un changement de temps. Oui. En mai, ils ont commis ce qu'ils appelaient un cri de détresse, qui appelait une déclaration. En quoi cette autre sortie est différente des précédentes? Alors, je pense que dans la sortie qu'on vient d'évoquer, il y a des éléments constants, à savoir la cessation des hostilités, parce que lorsqu'on lit le communiqué, on voit bien que les évêques parlent de la nécessité pour les parties en conflit de mettre fin à la crise, de mettre fin à la guerre, aux affrontements, et l'expression « les violences, d'où qu'elles viennent », en isolant. Ça signifie que
du côté séparatiste, il y a un certain nombre d'exactions qui sont commises et dans le rôle de maintien de l'ordre qu'assurent les forces de sécurité, il y a également un certain nombre de dérapages qu'on peut observer. Donc c'est important. Il y a un deuxième élément qui est important, l'appel à la médiation, qui revient une fois de plus, l'appel à la médiation qui, pour l'Église catholique, est la porte de sortie. Il y a un troisième élément qu'on peut relever dans ce communiqué, c'est que les évêques ont constaté que, en dehors de la population civile et des forces de sécurité qui sont prises à partie, il y a également des membres du clergé qui sont attaqués. Vous avez relevé avec moi que il y a quelques mois, le 20 juillet précisément, moins d'un mois, le curé de la paroisse Sacré-Cœur de Bomaka, dans la région du sud-ouest, a été kidnappé puis assassiné par des personnes inconnues. On soupçonne évidemment les forces séparatistes qui opèrent dans ces régions-là. Donc l'assassinat d'un membre du clergé amène l'Église à comprendre qu'on a dépassé le seuil critique et que les groupes armés qui opèrent s'attaquent désormais à la fois aux symboles d'État, aux populations civiles, mais également aux membres de l'Église qui sont considérés comme étant des personnalités neutres dans cette crise. Joseph Liangoula, vous pensez, comme beaucoup, que le clergé n'est toujours pas écouté, d'où cet autre appel? Ce qui est important de noter dans un premier temps, c'est que le clergé aujourd'hui apparaît comme la seule figure qui est capable de s'adresser aux deux belligérants, c'est-à-dire à la fois à l'aile radicale. Le clergé le fait donc depuis. Voilà pourquoi je demande effectivement, s'il n'est pas écouté. Le clergé le fait, seulement les recommandations, les appels ne sont pas nécessairement écoutés aussi bien par les autorités gouvernementales que par les troupes séparatistes sur le terrain. Au départ, on disait que le clergé avait une position extrêmement penchée en faveur notamment des groupuscules séparatistes ou encore en faveur de ceux notamment qui portaient un tout petit peu les revendications anglophones dans la région. On a vu par exemple des sorties d'un certain nombre d'autorités religieuses des régions anglophones qui étaient très dures vis-à-vis du régime, qui accusaient d'ailleurs l'armée d'exactions, de violations, de crimes, de guerre carrément. Et cette prise d'opposition au départ a créé une sorte d'antipathie entre les forces les autorités gouvernementales et le personnel religieux. Seulement il y a eu quelques temps, on a observé un revirement à la suite d'un rapport qui a été rendu public par une organisation internationale qu'on appelle International Crisis Group, qui avait fait le constat que l'Église catholique pouvait jouer un rôle de médiateur dans cette crise à condition qu'elle parvienne à dépasser ou à surmonter notamment ces dissensions internes. Rappelons que ces dissensions effectivement opposaient le clergé de la partie anglophone à l'autorité cléricale des parties francophones, qui avaient des positions aussi bien divergentes à la fois dans la qualification des actes perpétrés par les forces de l'ordre camerounaises, mais aussi dans les solutions préconisées pour sortir de la crise. Donc il y a eu cette église, ces hommes de Dieu qui ont décidé de s'accorder sur un minimum pour pouvoir apparaître bien entendu comme cette figure qui est capable de dialoguer avec les deux parties. L'église aujourd'hui jouit de cette autorité morale qui lui permet à la fois de convaincre les populations de ne plus se laisser enrôler dans les groupes armés. Elle a la capacité, grâce à sa présence et aux œuvres sociales qu'elle multiplie sur le terrain, parce que rappelons, c'est l'un des corps qui assiste le mieux les personnes déplacées. On a pu, lorsque le candidat Kérémouna est arrivé dans les régions comme Kembon, il s'est rendu notamment pour rencontrer le révérend Andrew, qui est le clergé, qui est notamment qui est un prêtre, notamment dans la ville de Manfé, et qui a proposé une lecture assez lucide de la situation des déplacés internes, et qui a dit effectivement, qui alertait sur les crises sociales, les crises alimentaires qui se préfiguraient, parce qu'on était en face d'une population d'agriculteurs qui n'avaient pas participé cette année aux campagnes agricoles et qui devaient notamment plonger dans une précarité extrême dans les années et les mois à venir. Il a également rappelé les actions que l'Église entreprenait sur le terrain, lesquelles actions ont bien entendu créé une sorte de relation de complicité entre les autorités cléricales et ces populations, et a facilité notamment la capacité de l'Église à endiguer les recrutements ou les enrôlements des populations dans les groupes séparatistes. Maintenant, où l'Église a du mal à se faire entendre, c'est beaucoup plus à la fois en face de l'aile radicale, ultra-radicale des groupes séparatistes, mais aussi vis-à-vis de l'État, qui ne voudrait pas effectivement entendre les appels et les cris de cœur lancés aussi bien
par le cardinal Toumi, comme il a fait précédemment, que par aujourd'hui le président de la conférence épiscopale. Voilà, Maître Pensi, le 25 juillet, le cardinal Christian Toumi et 3 autres ministres du culte appelaient, on revient à peu près à la même chose, à l'arrêt des hostilités. Aujourd'hui, c'est la conférence épiscopale. Comment vous comprenez ces deux sorties Je crois que pour un même problème? Je crois que le message de Monseigneur Toumi a été moins bien perçu parce que ce message posait des préalables. Le message d'aujourd'hui du Monseigneur Cléda est beaucoup plus édulcoré et un peu plus neutre. Et si vous regardez ce qui se passe, quand Monseigneur Toumi demandait à l'armée de baisser les armes, à peu près, c'est ce qu'il demandait. On a vu qu'il y avait des terroristes qui achetaient les armes et qui continuaient à tuer. Monseigneur Cléda a une démarche. Il a demandé aux deux parties. Aux deux parties. Aux deux parties. Mais Oui, c'est non, c'est parce ce qu'il que la conférence il les a situés sur le même pied d'égalité. Mais il y a deux parties en conflit. Non, mais- non, on ne peut pas situer comme les belligérants. Vous avez donc d'un côté l'armée qui a le droit de maintenir l'ordre et de sévir. Et la conférence épiscopale en parle. Même si le message est plus édulcoré, il me semble être un peu plus fin que la situation de Monseigneur, de ce qu'a dit Toumi, qui, tout le monde sait, est favorable au fédéralisme. Donc, et je dois dire ceci, parce que les gens disent que l'Église ne fait Donc pas... vous n'êtes pas favorable à l'initiative du cardinal Toumi et des autres? Non, je suis favorable à toutes les initiatives qui concourent à la paix. Mais je dois dire que, contrairement à ce que les gens croient, faire de la politique en latin, c'est-à-dire c'est s'occuper des affaires de la cité. L'Église fait de la politique, mais elle ne le fait pas de la même manière. Sur ce qu'a dit Monseigneur Cléda, et ça, je dois le dire, il dit rôle de médiation. Mais dans le rôle de médiation, il y a également le fait qu'on doit maintenir la sécurité, la défense des personnes et des biens. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas enlever à l'État. Et je crois que sur ce point-là, Monseigneur Cléda a une attitude qui me semble un peu meilleure que celle de Monseigneur Toumi. Vous savez déjà qu'il y a un petit différent entre les deux. Moi, j'aime beaucoup le cardinal Toumi qui est beaucoup dans la sagesse. Mais soit il est un peu naïf de croire que l'État va baisser les armes. Ce qu'il faut, c'est une signature d'un cessez-le-feu avec des gens qui sont identifiés. Or, Monseigneur Cléda a parlé des bandes et des bandits armés. Ça, c'est très important, ce que Monseigneur Toumi n'avait pas dit. Donc, il y a une différenciation au niveau de ce que j'appelle de la rhétorique et du langage qui est utilisé. Et je crois que ce qu'a dit Monseigneur Cléda me semble être aller dans une meilleure voie que ce que a dit Monseigneur Toumi, le cardinal Toumi. Maître Bilega, vous voyez aussi une différence dans le ton? Oui, naturellement. Les autres l'ont dit. Lorsque l'archevêque a eu à intervenir, lui, il a fait intervenir une personne qui n'était pas du clergé, le professeur Munzo, Simon Munzo. Donc ça brouille un peu le message. Et un peu lorsqu'il pose des préalables du genre libération... En tant qu'organisateur, celui-là qui va organiser la conférence générale des anglophones. Oui, mais je veux dire que lorsqu'il pose des préalables, du genre de militarisation de la zone du nord-ouest et du sud-ouest, des zones nord-ouest et sud-ouest, telles que la libération des personnes. Je pense c'est ce qui est dit dans le texte? Je parle Oui, le texte de cardinal Toumi et des autres. C'est ce qui est dit? C'est ce que je peux comprendre. C'est une suggestion. Voilà. Une suggestion. Voilà. Bon, il faut... Ça a été dit. Ça a été dit dans le texte de Cléda, c'est pas dit. Et moi, j'ai suivi sur la CRTV. Il avait que la CRTV a choisi certaines parties. Pas totalement le texte, parce que moi j'ai suivi ce que la CRTV a dit, entre ce que la CRTV a dit et ce que le texte dit. C'est vraiment pas la même chose, pas forcément la même chose, mais l'idée est là. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de dialogue. Et moi j'ai suivi ça même avec le texte de l'archevêque émérite de Douala. Il était question que le gouvernement ne refusait pas le dialogue, mais le gouvernement n'acceptait pas que les préalables qui ont été posés soient posés avant qu'on puisse parler du dialogue. Mais une chose est sûre, c'est que nous devons tous nous dire que nous devons finalement arriver à un dialogue. Nous avons dit sur plusieurs plateaux, la guerre, on finit toujours par s'asseoir sur une table pour régler les problèmes liés à la guerre.
Pourquoi donc ne pas le faire le plus tôt possible? Parce que chaque jour qui passe, chaque jour qui passe, et quand on nous dit qu'il y a un Camerounais qui est mort, que ce soit un Amazonien, que ce soit quelqu'un des forces de l'ordre, c'est une personne de trop. Ok. Oui, rapidement, Ouais, on va passer au deuxième élément. Je voudrais réagir assez rapidement pour signaler que toutes ces initiatives portées par l'ensemble du corps ecclésiastique sont encouragées. Seulement à l'analyse, il y a deux postures qui se dégagent de la sortie de Monseigneur Cléda et de la sortie du cardinal Tommy. Il y a une posture que je qualifierais d'idéaliste qui va se révéler bien entendu naïve et improductive. C'est celle notamment de Monseigneur Cléda qui appelle à une médiation pour apaiser la situation. Et en face, il y a une posture que je qualifierais de pragmatique et qui va certainement être la condition sine qua non pour permettre aux différents belligérants de se retrouver sur la table des négociations. Le rôle de l'Église, c'est d'écouter et relayer ce qui se dit bas auprès des autorités. Le cardinal Tommy n'a rien imposé. Ce n'est pas une volonté de sa part d'imposer un cessez-le-feu, de demander la libération des personnes qui ont été arrêtées jusqu'ici, de demander la levée des poursuites judiciaires contre ceux qui pèsent un mandat d'arrêt et qui sont condamnés à l'exil depuis le début de cette crise. C'est en tout cas les griefs et les exigences, les préalables qui ont été posés par les partis anglophones, qu'il a essayé de relayer auprès des autorités de l'État, en disant que voici les conditions pour que les deux partis acceptent de se regarder dans les yeux et de parler ensemble. J'analyse cette crise depuis le début. La dynamique de cette crise. C'est des éléments, ils le font, pas personne interposé. On suit leur canal de propagande, on suit leur support, c'est ce qu'ils rappellent tout le temps. Chaque fois qu'on a martelé le discours du dialogue, ils ont dit voici les conditions préalables pour qu'un dialogue se passe. On ne peut pas dialoguer lorsqu'on a plus de 500 anglophones emprisonnés aujourd'hui. On ne pose pas de conditions, pas de préalable. Je voudrais signaler, pour avoir pris part. Je voudrais signaler pour avoir pris part à cette déclaration des prélats, personnellement, que la déclaration des prélats, je pense qu'elle est mal interprétée. Sur les préalables, il ne s'agissait pas d'une volonté d'humiliation ou de ridiculisation de l'État, comme cela est interprété. Il s'agissait de poser des préalables, des conditions, des travaux sereins, en fin août prochain. Il se demande bien comment est-ce qu'on va discuter pendant que les personnes sont interpellées et en garde à vue. Certaines sont hors du pays, réfugiés au Nigeria, pour certaines déplacées dans notre région. Il s'agissait de créer les conditions pour un dialogue apaisé et efficace. Ok. Toujours pour rester dans le cadre de cette crise, on a vu le préfet de la Mémé faire le tour des services publics, Maître Biliga. Comment en arrive-t-il à cette conclusion qui va sanctionner ceux-là qui ne sont pas à leur poste de travail, alors qu'il y a des feux nourris qui pourraient les atteindre? Il est dans son rôle. Hein. Il faut bien qu'il justifie la raison pour laquelle il est préfet de la Mémé, à Kumba. Mais moi, j'ai remarqué dans le reportage qu'il était entouré de personnes bien armées, c'est-à-dire bien protégées. Ça veut dire qu'en réalité, son langage, son message est brouillé. Il ne peut pas en même temps dire au tout il y a la sécurité, vous pouvez venir travailler, pendant que lui-même, il est là, il est entouré de personnes prêtes à tirer avec des armes. Ça pose problème. Donc moi, je pense qu'il aurait pu s'arranger ou bien à ne pas venir avec beaucoup de forces de sécurité autour de lui pour, effectivement, convaincre les autres qui ne sont pas là, qu'il y a une sécurité aujourd'hui au niveau du Nord-Ouest, au niveau de la Mémé. Maître Pincy, un discours contre-productif de la part du préfet? Qui va aller mourir? Mais ça, c'est pas possible. Vous voyez comment on tue les délégués, même le ministre de la Défense, on a tiré sur lui, etc. C'est une zone d'insécurité incroyable. L'État s'arrête de fonctionner? Non, l'État doit plutôt renforcer la sécurité. La première chose dans cette région-là, au lieu de baisser les armes, contrairement à ce que les gens disent... La sécurité, si c'est quoi? C'est mettre un gendarme derrière chaque fonctionnaire ou chaque individu? C'est impossible. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut utiliser les méthodes modernes. Les drones, les satellites, les infrarouges. Renforcer également par un certain nombre des hommes pour encercler les gens, savoir où ils se trouvent et en même temps les atteindre financièrement, c'est-à-dire... Ça, c'est un discours martial, là. Non, c'est comme ça qu'on combat le terrorisme. Quand on a combattu les terroristes... Ce sont des terroristes? Oui, il y a des terrorisés, c'est quoi? C'est la définition. Vous prenez, vous arrivez quelque part, vous tuez le prélat, vous tuez les pauvres gens,
les gens qui ne vous connaissent pas, vous allez vous attaquer en route pour terroriser les populations. Les élèves qui vont à l'école, vous tirez sur eux, vous les tuez. Et ceux qui vont au champ, vous tirez, vous les tuez. Et c'est ça le terrorisme. Vous pensez que le terrorisme, c'est notre définition? Moi, je crois qu'il faut faire très attention. Et moi, je pense que dans un court terme, ce qu'il faudrait faire, tous ceux qui sont en infraction à la loi, on les arrête. Et il faut aller très vite, à mon avis, dans l'instruction de l'affaire et la condamnation. Parce que c'est lorsque vous aurez condamné ces gens-là que vous pouvez arriver à amnistier. C'est ça le problème. Le problème, c'est que si ça dure et que les gens là sont là très nombreux au tribunal, ce n'est pas bon. Il faudrait qu'ils soient jugés, que ceux qui ne sont pas coupables, ils soient élargis, que ceux qui sont coupables, ils soient punis. Et dans le cadre d'une réconciliation nationale, le président de la République, dans le cadre de son impérium, et c'est ce qui s'est passé, et le président Ouattara nous interpelle, va prendre une décision pour arrêter les poursuites et à ce moment-là arriver à l'amnistie. C'est comme ça qu'on gère un pays. Donald Brice Kamga, vous êtes d'accord avec Maître Pensy, le préfet dans son rôle? Bon, pas du tout. Parce que si la rhétorique militaire allait résoudre la crise anglophone, on n'en serait plus là. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Si la rhétorique militaire allait mettre fin à cette crise, on n'en serait plus à la crise anglophone. Il faut qu'on soit d'accord. Dans la population anglophone, il y a au moins 3 composantes. Les personnes favorables à la décentralisation, les fédéralistes et l'aile radicale qui est séparatiste. Alors, et l'aile armée aussi. L'aile armée. Attends, vous n'en parlez pas. En mettant l'accent sur la rhétorique militaire comme cela est fait, notamment par la plupart des agents de l'État, membres du gouvernement, proches du gouvernement, ainsi de suite, court le risque de radicaliser davantage les plus modérés. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Il est aujourd'hui question de concilier, de ramener même les fédéralistes, peut-être à la cause de la décentralisation, qui jusqu'ici tardent à arriver, que de tenir des discours radicaux. Et on voit bien que depuis fin 2016, on n'a fait que radicaliser les populations, même celles qui étaient modérées. Voilà, Joseph Léangoula, la radicalisation est en train de gagner du terrain, des deux côtés. Effectivement, je voudrais vraiment m'inscrire aux antipodes des positions exprimées par Maître Pensy pour signifier que la puissance de feu n'a jamais permis d'atteindre les résultats escomptés dans le cadre d'un schéma symétrique. Regardez la situation dans l'extrême nord du Cameroun. Il y a eu l'opération Alpha, l'opération Émergence 4, l'opération Logon avec les troupes tchadiennes, la force multinationale mixte. Malgré ce fort déploiement des contingents de l'armée dans cette zone, Boko Haram continue de sévir et on a beaucoup l'impression qu'elle regagne en intensité. Pas du tout. Regardez le rythme des attaques tout récemment. Dans un village, on a assassiné, et là on a eu les témoignages de nos membres qui s'y trouvent, à peu près 16 personnes. Boko Haram est encore capable de mener des offensives directes et elle est capable de mener des attaques isolées dans cette région. Et c'est un rappel que le gouvernement camerounais a souvent du mal à tirer des leçons. Vous allez négocier avec le gouvernement camerounais a souvent du mal à tirer des leçons. Il ne s'agit pas de négocier avec un interlocuteur, Maître Pensy. Il s'agit de trouver des solutions sociales pour désamorcer la bombe de frustration qui pousse les gens à rejoindre des groupes terroristes. Qu'est-ce que vous proposez de mieux pour le gouvernement? Pour revenir sur la situation dans les régions anglophones, on a commencé par renforcer le dispositif sécuritaire lorsqu'il y a eu des manifestations pacifiques des populations pour réprimer davantage. On a créé une nouvelle région militaire interarmée pour mieux quadriller le terrain et renforcer notamment l'offensive des troupes armées, des troupes gouvernementales. Quel est le résultat aujourd'hui? Des théâtres, le conflit s'est élargi et les troupes séparatistes contrôlent aujourd'hui une part du territoire qu'ils n'avaient pas avant. Ça signifie que quoi? L'histoire de la crise anglophone est l'histoire notamment de la violation permanente et de la elle s'est nourrie en tout cas des exactions permanentes de l'armée. Ah bon? Vous faites l'apologie vous faites l'apologie du terrorisme. Mes propos, c'est les dispositions. J'assume ce que je dis. Non, faites attention, c'est les dispositions. Ce qui est préoccupant aujourd'hui, c'est que c'est les postures de la loi de 2014 je vous en prie, cher monsieur. C'est que c'est les postures militaristes. C'est les postures militaristes que vous défendez qui ont contribué à radicaliser la situation sur le terrain. Aujourd'hui, Maître Pensy, on est dans une région qui est complètement à feu et à sang. On est au bord d'une guerre civile. Parce qu'on a modéré vos propos. Je vous en prie. Merci, cher monsieur. On va se calmer, on va passer à autre chose. On est d'accord? Je n'ai pas fini mon propos, malheureusement. Non, je préfère qu'on s'arrête là. Je reviens à vous, Maître Pensy. Célestin Diamène,
a été présenté aujourd'hui par le MRC. Quelle analyse vous faites de son recrutement et de sa présentation, surtout au lendemain de la publication, la liste des 9? Ah vraiment, moi j'ai vu ici, je crois que c'était vendredi dernier, Moïse Kamto vous nous dire qu'après, je pense que c'était le 8, je vais vous annoncer la coalition. Voilà qu'ils se coalisent avec N'Djamène. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la seule personne qui l'a pêché, N'Djamène. Donc, il faut dire qu'il ne représente rien et qu'il ne paye même pas ses cotisations. C'est la rigolade. Et il a également eu à prendre 2 pelés et 3 tondus du PADEC. Non, Maître Pensy, je vous en prie, on ne va pas. Non, mais nous n'avons pas. Non, mais on ne va je suis pas. en train de vous dire Non, que Maître Pensy, je suis très content oui, du faites une résultat. analyse. Il n'y a personne Ouais. du MRC en face pour vous attendez. apporter la réplique. Mais On ne- vous me demandez ce que j'en pense. Oui, mais pas je me dans- dis, non, je me dis non, que c'est pas. une vaste rigolade, si vous permettez pour terminer. Pour moi, c'est une vaste rigolade. Il pensait qu'il allait avoir derrière lui Akere Mouna, qu'il allait avoir derrière lui peut-être Joshua, qu'il allait avoir derrière lui... Mais il lui reste quand même le pasteur. Hein? Et il faut qu'il prie beaucoup pour que le pasteur vienne à lui. Seulement, dit pour l'instant, c'est un échec cuisant. Il n'a personne. Pour l'instant, malgré tout, j'espère pour lui qu'il battra Kabal Libri et les autres. Et je ne suis pas sûr qu'il battra Akere Mouna et il viendra derrière Joshua de très loin. Maître Joseph Claude Biliga, Non, moi je le dis, Saint-Germain, oui, avant le SDF, aujourd'hui au MRC. on le voyait venir. Hein. Je Vous l'ai- le voyez venir? Comment ça? Dès moi, j'étais sur un plateau, il est arrivé, et je lui ai dit, bienvenue au RDPC, il a surpris. Il m'a dit, non, je viens pas au RDPC, il y a cela 2 jours, 2 ou 3 jours non, 2 jours. Non, moi c'est que je fais une lecture un peu du contexte sociopolitique et sociologique de notre pays, et me dit que la commune aurait politique. La commune aurait politique parce que, imaginez-vous que, quoi qu'on dise, N'Djamène qui dit qu'il est citoyen de Douala, qui dit qu'il est camerounais, il est de l'Arc premier, mais nous savons bien qu'il sort d'une région bien déterminée. Alors, au moment où il part de SDF, je vous assure que s'il avait par exemple choisi d'aller avec le mouvement Now, on aurait une autre lecture, on aurait dit, c'est sérieux. Il ne va pas empêcher le Camerounais de voir qu'il est Avec le MRC, ce n'est pas sérieux. qu'il allait chez son frère. Excusez-moi du terme, mais je le dis vraiment bêtement comme ça. Il ne va pas empêcher que les gens disent qu'il allait son frère. Vous voyez, son intervention vient, son ralliement vient après celui des cadres du PADEC, qui eux aussi vont au MRC. PADEC, c'est l'Ouest. N'Djamène, c'est l'Ouest. Je dis, aujourd'hui, vous voulez du point de- réduire du le point de MRC vue- à l'Ouest? du point de vue politique, Et les chefs de l'Ouest, c'est pour le RDPC. du point de vue politique, Non, Maître Biliga, pourquoi vous voulez réduire le MRC à l'Ouest? nous sommes Camerounais. Chaque parti a un fief. Aujourd'hui, lorsque vous dites par exemple UPC, il est vrai, il y a d'autres personnes d'autres régions, mais on va vous dire c'est la Grande Salaga Maritime. La Lorsque vous présidente allez- du directoire lorsque n'est vous allez dire- pas de la lorsque vous Salaga allez Maritime, dire- ni d'Union Ikele. Lorsque vous allez dire SDF, Abiba Issa. lorsque vous allez dire SDF, on va vous dire le Nord-Ouest. Lorsque vous allez dire quel parti encore, il y a certains partis qui naissent aujourd'hui. Univers, par exemple, il n'y a pas de connotation, par exemple. Mais je vais dire que pour ces partis traditionnels, on sait où ils vont. Donc moi, je dis, c'est une analyse que je fais, elle peut être erronée. Il aurait fallu pour lui, soit de rester dans le SDF, soit à un moment de partir, de choisir un parti qui soit un parti autre que celui qu'il a Mais choisi. Célestin Maintenant- N'Djamène dit justement que la meilleure chance pour porter le changement, c'est Maurice Kamto. On l'a suivi dans l'extrait. Oui, c'est son point de vue, mais vous savez, demain, quand il partira de là, il va dire qu'il se sentait les 3. Mais moi, je dis, pour Maurice Kamto, je lui souhaite beaucoup de chance parce que avoir un militant comme Célestin N'Djamène comme militant, c'est pas toujours évident. C'est quelqu'un de, nous le savons très bien, quelqu'un de très, très indépendant. Je préfère être gentil. Il est très indépendant, très libre. Et j'ai bien peur qu'il n'apporte pas une plus-value qu'on sera attendu, qu'on attendrait de lui au niveau du MRC. Madame, je rappelle que Célestin N'Djamène était attendu sur ce plateau. Après Yaoundé où il est allé, on l'a présenté. Il était invité de ce programme et qu'il en soit, mais il n'est toujours pas arrivé. Donald Wiskanga. Alors, je pense qu'il ne... Célestin N'Djamène au MRC. Oui. Bon choix de la part des dirigeants du MRC. Je voudrais rebondir sur les propos de Maître Biliga pour dire que
on ne peut pas occulter l'ancrage sociologique qui caractérise les formations politiques chez nous. Mais lorsqu'on a fini de le dire, il y a deux lectures qu'on peut faire du ralliement de Célestin Djamène au MRC. La première lecture, c'est que ce ralliement a une valeur symbolique. Et bien pourquoi? Parce que on ne peut pas nier la rivalité, si vous voulez vous mettez farouche, en ce moment entre le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le Social Democratic Front. Donc, sur le plan symbolique, c'est un message clair envoyé au Social Democratic Front. Eh bien, nous recrutons dans vos rangs. Il faut faire attention. Si vous considérez C'est censé-il aller trois au SDF? J'y arrive. Donc, c'est un message clair pour dire nous recrutons dans vos rangs. Si vous considérez que vous êtes le leader de l'opposition, eh bien, faites attention. La plupart de vos militants pourraient finir par nous rejoindre. C'est un message sur le plan symbolique. C'est ce message, surtout en ce moment-ci, que le... Donc, vous voulez dire que la saignée va se poursuivre? Non, Célestin Djamène? S'il vous plaît, n'extrapolez pas, n'interprétez pas ce que je dis. Je dis, sur le plan symbolique, c'est un message que le MSC envoie à SDF sur sa capacité à recruter. Donc, après Djamène, d'autres? Je ne le dis pas. Je dis bien en ce moment. Okay. Le SDF qui perd Célestin Djamène sur le plan symbolique, c'est important. En ce moment surtout, c'est important. Deuxième chose, c'est la valeur stratégique de ce ralliement. Personne n'ignore que Célestin Djamène s'est longtemps battu pour être député dans le Vaury. Il n'a pas pu arriver au Vaury Centre. Il n'a pas pu obtenir cette fonction-là. Ensuite, comme quatrième vice-président du parti lors du dernier congrès à Bamenda, ça n'a pas marché à cause des cotisations non à jour. D'après ce qu'on a pu lire de la communication du ministre du Shadow Cabinet Jean-Robert Wafo. Donc, sur le plan stratégique, c'est un positionnement qui, visiblement pour lui, vise d'ici l'an prochain aux législatives, aux municipales, obtenir pourquoi pas un poste de député dans le Vaury. Joseph Liangoula, le timing n'était pas bon pour vous? Peut-être c'est un choix du MRC et c'est aussi un choix de Célestin Djamène. Je n'ai pas à commenter en tout cas ce choix. Il est libre de ses opinions, il est libre de ses choix politiques. Ce que je voudrais dire juste, c'est que le mercato qu'on observe aujourd'hui à l'intérieur des rangs de l'opposition n'est pas de nature à favoriser le rapprochement que les Camerounais appellent de leur vœu. On ne pourrait pas, je crois, l'arrivée de Célestin Djamène dans le MRC a été célébrée. Il y a eu une conférence de presse juste pour l'occasion, pour montrer qu'on a recruté dans les rangs d'un autre opposant. Ce n'est pas un discours aujourd'hui qui plaît aux Camerounais. En tout cas, je ne pense pas que les stratèges du MRC se seraient félicités de livrer un tel message aujourd'hui à une opinion publique qui attend des forces de l'opposition qu'ils parlent d'une même voix et qu'ils mettent l'ensemble de leurs forces, qu'ils mettent leurs forces ensemble, en tout cas pour construire un pôle, pour créer un rapport de force susceptible notamment de rivaliser avec l'adversaire en face qui est le RDPC. Est-ce qu'on en est justement, puisque vous en parlez? Oui, on devrait, je le dis encore, se féliciter. On pouvait se féliciter si on avait recruté par exemple un maître Pensi ou maître Bellinga, qu'on appelle toujours de rejoindre effectivement la vague progressiste de l'opposition. On aurait pu célébrer cela en Mondiovision, ça aurait eu du sens. On aurait pêché notamment dans la machine RDP6, on aurait fragilisé notamment l'édifice du pouvoir. Et ça aurait envoyé un signal plus rassurant vis-à-vis de l'opinion. L'opinion aujourd'hui se lasse des guéguerres qui opposent les opposants aujourd'hui. L'opinion veut une opposition qui porte les rêves de changement, mais l'opinion est aussi conscient. L'électeur camerounais est un électeur avant tout rationnel, qui sait faire des choix et qui sait évaluer effectivement la portée de ses choix. S'il constate que le choix qu'il porte vis-à-vis de tel candidat n'est pas de nature à créer le changement escompté, alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'abstient. Donc j'ai peur que de ces guéguerres intestines qu'on observe à l'intérieur des rangs d'une même famille, c'est-à-dire l'opposition politique camerounaise, qui a un programme alternatif et consistant, quelles qu'en soient les figures qui les portent, j'ai peur que le parti qui sort vainqueur des élections à venir soit le parti de l'abstention. Parce que chaque fois qu'il y a des injures qui opposent tel militant de l'opposition à tel autre, c'est un abstentionniste de plus qu'on jette effectivement dans l'arène politique. L'opposition camerounaise doit donner un cap à cette opinion publique qui se lasse de ce régime, qui est mécontente et qui a besoin d'une voix apaisée, qui a besoin d'un homme qui rassemble les forces
pour effectivement aller dans cette conquête et de cette bataille politique. Voilà, merci. C'était votre mot de la fin. Merci d'être venu, Joseph Léangoula. Merci. Continuez, vous attirez à quoi maintenant? Depuis que la liste est sortie, Effectivement, et votre candidat est parmi les 9. pas plus tard que hier. Candidat Keremouna. Oui. Pas plus tard que hier, il y a eu une réunion stratégique qui rassemblait notamment l'ensemble des partis signataires de la plateforme Plan Vert République, qui est cette coalition de formations politiques qui soutiennent le candidat Keremouna. Il était question de peaufiner les stratégies pour la suite. Aujourd'hui, grâce au déploiement territorial qu'il y a eu durant les 8 derniers mois, depuis le mois d'octobre que le candidat Keremouna s'est engagé dans cette aventure politique, il est question maintenant de révéler aux yeux du public effectivement ce poids, cette force politique qui a été créée sur le terrain. Mais il faudra aussi aller au contact des Camerounais grâce aux relais locaux qui sont présents dans l'ensemble des communes pour partager le programme du candidat, pour convaincre les abstentionnistes de s'engager dans cette dynamique électorale. Et parallèlement, il y a du lobbying qui se mêle également. Le candidat n'a cessé de contacter les autres acteurs de l'opposition pour que, non pas pour qu'émerge une candidature unique de l'opposition, mais pour qu'émerge une candidature de large consensus qui pourra rassurer cette opinion qui n'en demande que ça. Maître Pensy, mot de la fin. Oui, mais vraiment, merci beaucoup. Hein. C'est un honneur pour moi de voir des jeunes demander que je rejoigne l'opposition. Je vais vous dire une seule chose. Je suis ami avec Keremouna depuis une 40aine d'années. Mais moi, j'ai fait un choix politique. Et je ne change pas. Et on ne change pas une équipe qui gagne. C'est ça le problème. C'est-à-dire, je ne peux pas aller vers lui. Je lui souhaite un avenir politique. Parlons maintenant de N'Djamène. Je suis sûr, je vous assure que le SDF est très content de se débarrasser de quelqu'un qui est désordonné. Bonne chance au MRC. On vous a filé une mauvaise pilule. Ok, merci. Maître Bilega, Non. le mot de la fin pour sortir. Dans le mot de la fin, j'ai été content de participer à cette émission. Je suis de ceux qui pensent que l'opposition aurait pu faire quelque chose si elle était unie, mais nous constatons tous qu'au-delà des déclarations des uns et des autres, elle ne pourra pas s'unir. Et c'est le RDPC qui va une nouvelle fois continuer à diriger le pays pendant les 7 prochaines années. Donald Biskanga, merci d'être venu. Hein. Merci Serge. Je voudrais juste être un peu plus réservé que les autres panélistes, notamment du bord du parti au pouvoir, pour dire que jusqu'à la confection des bureaux des bulletins de vote, la loi permet aux candidats de mutualiser leurs efforts, de mutualiser leurs forces Le 19. pour proposer une candidature consensuelle. Voilà, madame, monsieur, merci. C'était Equinox Soir, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit en Bouddha. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.